Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, le sujet numérique que nous allons voir ensemble, c'est les bases de données, une introduction aux bases de données. Pour traiter le sujet, nous allons le voir exceptionnellement en quatre parties. On va voir ensemble pourquoi les bases de données sont importantes, les types de bases de données qui existent. On verra deux types de bases de données en profondeur et on finira par comment choisir sa base de données par rapport à son projet. Et voilà, c'est le podcast de Tounet avec vous. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Et donc, on commence par pourquoi les bases de données sont importantes. Alors, il y a 5 points. Le premier point, ça va être le stockage et la structuration des données. Les bases de données permettent de stocker des données de manière organisée, en utilisant des tables, des colonnes et des relations. Par exemple, la table client, la table pays, la table facture. Et effectivement, il va y avoir des relations entre ces tables-là et donc d'organiser l'information pour pouvoir mieux aussi la stocker. Voilà, surtout l'intégrité et la cohérence dans ces données. Le deuxième point, ça va être l'accès rapide et efficace. Les systèmes de gestion de bases de données, qu'on peut appeler aussi SGBD, offrent des mécanismes de recherche et de récupération rapide des données. Donc normalement, ça te permet de gérer des grandes quantités de données et d'effectuer des requêtes complexes en un temps réduit. En fait, qu'est-ce qui va faire la différence entre une base de données, on va dire gratuite, open source puisque ça existe, et une base de données payante? Bien souvent, ça va être les algorithmes à l'intérieur qui vont permettre de récupérer le plus rapidement possible les données. Le troisième point, c'est la sécurité des données. Les bases de données intègrent des fonctionnalités de sécurité pour protéger les données sensibles. Donc ça aussi, ça fait partie de leur point fort. Et si vous travaillez dans des secteurs comme la santé, bien effectivement, la partie sécurisation des données de ces bases est très importante. Le quatrième point, ça va être le support pour les transactions. Les bases de données peuvent prendre en charge les transactions, alors que l'on appelle ACID, ACID, qui veut dire atomicité, cohérence, isolation et durabilité. En gros, ça va être de garantir que les opérations de base de données sont exécutées de manière fiable et que les données restent cohérentes, même en cas de panne. Ça aussi, c'est très très important et ça peut vous sauver quand vous avez certains types de problèmes de communication avec votre base de données. Le cinquième et dernier point, ça va être la gestion des accès concurrentiels. Donc les bases de données permettent à plusieurs utilisateurs d'accéder et de manipuler les données simultanément. Si vous êtes sur un site de e-commerce, vous pouvez avoir plusieurs visiteurs, plusieurs clients qui en même temps vont consulter la même fiche client, la même fiche produit, la même catégorie produit ou différentes, et donc effectivement de faire différents appels à la base simultanément que le système réponde toujours. Ça, c'était pour effectivement le premier point au niveau des pourquoi les bases de données sont-elles importantes. Le second point à voir ensemble, c'est le type de base de données. Alors, le premier type de base de données, celui qui est le plus utilisé aujourd'hui dans le monde, c'est ce qu'on appelle les bases de données relationnelles, qu'on peut appeler aussi RDBMS. Bon, voilà, moi je l'utilise pas tous les jours, mais enfin voilà, c'est le nom qu'on leur donne. C'est Related Data Business Model Sources, si je me souviens bien. Donc effectivement, ça utilise un modèle basé sur des tables organisées pour organiser les données et on va créer des relations entre elles. Et chacun des tables va contenir une clé primaire, c'est une clé
unique qui va permettre d'identifier la donnée dans la base de données. Par exemple, ça va être le numéro produit. Normalement, ça c'est une clé primaire et chaque numéro produit pour chaque produit est unique. Et dedans, il va y avoir ce que l'on appelle aussi des clés étrangères. C'est ce qui permet aussi de faire des relations. Par exemple, une clé étrangère, ça peut être le numéro de catégorie. Un produit appartient à une catégorie. Et bien donc comme clé étrangère, chaque produit aura une clé étrangère qui représente sa catégorie de produits. Alors, les bases de données qui existent avec ces bases de données relationnelles, la plus connue, c'est MySQL. Il y a aussi PostgreSQL, il y a Oracle, il y a aussi Microsoft SQL Server. Donc, bon, voilà, moi c'est vrai que en 30 ans, oui, ces quatre bases de données, je les ai utilisées. J'en ai utilisé d'autres aussi. Mais voilà, ce sont celles que l'on va retrouver le plus fréquemment. Donc effectivement, pour le web, ça va être MySQL ou MariaDB aujourd'hui aussi. Mais voilà, normalement, si on veut faire des sites avec base de données, style site de e-commerce, on va utiliser des bases de données relationnelles. Les autres types de bases de données qui existent, c'est les NoSQL. Alors les plus récentes entre guillemets, mais bon, c'est comme tout, ça fait pas mal d'années que ça existe, mais bon voilà, c'est vrai que moi j'ai commencé avec les bases de données relationnelles, donc comme le nom l'existe, elles sont conçues pour gérer des volumes massifs de données non structurés ou semi-structurés. En fait, elles n'ont pas besoin du langage SQL, qui est un langage qui permet d'interroger les modèles relationnels traditionnels. Effectivement, on a créé donc les bases de données type NoSQL. Alors dedans, eh bien, la plus connue, c'est MongoDB, qui permet, voilà, qui est géré, les données sont gérées dans des documents. Après, il y en a d'autres, il y a Cassandra, il y a Redis, il y a Neo4j. Bon, il y en a pas mal, voilà. On verra ensemble MongoDB tout à l'heure. L'autre exemple de base de données, de type de base de données, ce sont les bases de données en mémoire. Donc ça aussi, c'est dans le nom. Tout est stocké en fait en mémoire pour un accès ultra rapide. Donc c'est vrai que c'est souvent utilisé pour la mise en cache ou les applications en temps réel. Alors ça effectivement, si vous faites de l'embarqué, vous pouvez effectivement de l'informatique embarquée, vous pouvez utiliser ce type de base de données. Les deux plus connus, ça va être Redis et Memcache. Le dernier type de base de données qui existe, ce sont les bases de données orientées graphes. Donc elles sont effectivement conçues pour représenter les données sous forme de graphes avec des nœuds, des arêtes, des propriétés. Alors là, honnêtement, c'est vraiment les bases de données idéales pour les réseaux sociaux ou les systèmes de recommandation. Donc une des plus connues, c'est Neo4j ou OrientDB. Voilà, bon, ça, vous voyez que là, déjà, les deux derniers types là, que l'on vient de voir ensemble, ce sont vraiment des bases de données bien spéciales. Ça, donc, c'était les différents types de bases de données. Là, ensemble, eh bien, on va voir une base de données relationnelle. Effectivement, on va voir MySQL. On va pas voir PostgreSQL, bon, parce que c'est un clone. Je l'ai moins utilisé, pour être honnête. J'ai beaucoup, enfin, voilà, MySQL, voilà, 30 ans que j'en fais. Voilà, Postgre, elle est bien, mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup plus utilisé MySQL. Donc MySQL, c'est un système de gestion de base de données relationnelle open source, même si ça a été racheté par Oracle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de temps en temps, on va plutôt utiliser MariaDB. Et effectivement, c'est celui qui est le plus utilisé pour les applications web en raison de sa simplicité, de sa performance et de sa robustesse. Bon, après, si vous connaissez Oracle, il n'y a pas, y a pas photo, mais c'est sûr que les prix d'une base de données Oracle, voilà, et il faut avoir un sacré portefeuille pour pouvoir travailler sur des bases de données Oracle.
Les fonctionnalités, de MySQL, donc c'est sa simplicité et sa facilité d'utilisation, hein. C'est très simple d'installer une base de données MySQL, ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de tutos, il y a une très bonne communauté, hein. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait un choix populaire pour les débutants et les petites applications. Donc ça, c'est vrai que le fait que la courbe d'apprentissage, les déploiements soient rapides, ça fait partie des succès, de MySQL. L'autre, c'est la haute performance. MySQL offre des performances élevées grâce à son moteur de stockage InnoDB, qui est optimisé pour les transactions. Voilà, donc ça effectivement, c'est aussi un des points forts de MySQL. L'autre point fort, c'est la sécurité et le contrôle d'accès, hein. MySQL fournit des fonctionnalités de sécurité robustes, incluant l'authentification, de la base de données, les utilisateurs, les permissions. Ça, si vous avez l'habitude de faire des connexions aux bases de données, c'est le b.a.-ba et effectivement, ça permet de sécuriser l'accès à la base. Il y a aussi donc un support pour les transactions acides, dont on avait déjà parlé. Donc ça, c'est InnoDB, qui le permet. MySQL supporte les transactions acides, qui bien sûr garantissent atomicité, cohérence, isolation et durabilité des transactions. Ça vous évite d'avoir des problèmes effectivement quand la base est interrogée et autres, etc. Et de garder effectivement cette intégrité de la base de données, même en cas de panne. Le dernier point, qui est vraiment un point très 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 important, c'est la réplication et le clustering. Donc ça, effectivement, MySQL permet la réplication, le clustering, qui permet effectivement d'avoir une distribution des données à haute disponibilité. Donc ça, effectivement, vous pouvez avoir un MySQL master qui va gérer une partie, vous pouvez avoir des slaves. Si vous avez un MySQL qui tombe, vu que vous avez eu la réplication, un serveur peut prendre le relais. Voilà, donc MySQL quand même, même s'il est open source soi-disant, c'est quand même effectivement côté sécurité et au niveau de beaucoup de fonctionnalités, ça explique aussi cette même mise de MySQL par rapport au site web. Donc les cas d'utilisation de MySQL, ça va être les applications web, ça va être les systèmes de gestion de contenu, les CMS, Drupal, WordPress, Typo3, effectivement utilisent du MySQL. Ça peut être aussi des applications d'entreprise. Moi j'en ai utilisé pour des systèmes intranet ou extranet. Voilà, donc ça va être vraiment les domaines de MySQL. L'autre type de base de données que je voulais que l'on voit ensemble aujourd'hui, c'est donc un exemple de base de données non relationnelle, NoSQL, donc c'est MongoDB. MongoDB, effectivement, c'est une base de données NoSQL orientée document, qui est développée par MongoDB Incorporation. Elle utilise des données de type JSON pour stocker les données, ce qui offre effectivement une grande flexibilité, fiabilité et performance pour de l'applicatif. Et donc ça, effectivement, alors on dirait des applications modernes, mais bon, effectivement, MongoDB, quand c'est arrivé, ça a été une révolution, effectivement, alors qu'avant, on était surtout sur des systèmes relationnels. Quelles sont les fonctionnalités de MongoDB? Donc c'est un modèle de données flexible. Ça peut-être on fera un podcast effectivement sur le JSON ou le BZone. C'est un dérivé du JSON. C'est effectivement par rapport à ce langage-là, ça permet effectivement d'utiliser ces documents BZone et de stocker les données, ce qui permet effectivement d'avoir des données complexes et imbriqué et flexible, alors que ça peut, si vous êtes développeur, vous savez qu'il y a des moments où le système relationnel, on peut pas stocker ou créer à la volée ou autre, etc. Non, c'est pas possible. Donc vraiment MongoDB au niveau du stockage des données hétérogènes, ou l'évolutivité sans besoin d'un schéma rigide, c'est ça qui a fait la révolution
des bases de données NoSQL sans avoir la lourdeur d'installer, de créer ses tables et autres, etc., de faire ses relations. Et bien une fois, si on a fait une bêtise, enfin bon, il ne faut pas faire de bêtises, hein, mais voilà, c'est vrai que le MongoDB a révolutionné par rapport à ça. L'autre avantage, eh bien, c'est la scalabilité horizontale, hein. MongoDB est conçu pour être facilement évolutif horizontalement via du sharding, hein, et permet de distribuer les données sur plusieurs serveurs, hein. Donc, effectivement, ça permet, par rapport à des applications à grande échelle, d'avoir cette fameuse gestion, hein, des volumes massifs de données. Performance élevée, hein, donc ça c'est sûr que les opérations de lecture ou d'écriture, grâce à ce modèle flexible et grâce à des index puissants, bien ça permet effectivement d'avoir un temps de latence faible et un débit élevé quand on en a besoin par rapport à ses besoins de performance, ce qui peut être limité par rapport à une base de données, par exemple MySQL, où au bout d'un moment, il y a quand même un pool de requêtes qui peut être limité, et au bout d'un moment, le serveur il va mettre en attente les requêtes et il ne pourra pas y répondre. MongoDB, c'est vrai, a fait lever certaines limitations des bases de données relationnelles, hein, ce qui a permis aussi, hein, à ce que ce type de base existe et soit utilisé, et de casser un peu la mainmise des bases de données relationnelles. Oui, c'est cette puissance-là qu'apporte MongoDB. Et après, effectivement, un autre des avantages de MongoDB, ça va être le support des requêtes riches, hein. Donc MongoDB fournit un langage de requêtes puissant permettant des recherches, des filtres, des agrégations complexes, ou si vous avez l'habitude du SQL, hein, pour les bases de données relationnelles, oui, effectivement, on peut faire des requêtes de foufou, hein, mais le problème, c'est qu'il y a des moments, vous allez vous perdre, ou sinon ça va consommer énormément de ressources serveurs pour effectuer votre requête. Alors peut-être qu'il faut la subdiviser en petites requêtes et autres, etc. Alors que c'est vrai que MongoDB permet à ce que l'on puisse créer facilement des requêtes vraiment puissantes et récupérer facilement les données sans forcément consommer énormément de ressources. Et le dernier élément, c'est la réplicabilité et la haute disponibilité. Effectivement, MongoDB utilise la réplication pour assurer la haute disponibilité et la tolérance des pannes, ce qui permet qu'effectivement vos données restent disponibles même en cas de défaillance de certains nœuds, hein. C'est ça aussi, c'est quelque chose, la persistance des données, qui est très 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 importante. Donc, les cas d'utilisation de MongoDB, ça va être l'application pour du web dynamique, hein, voilà, là où on peut l'utiliser, hein, par exemple pour des réseaux sociaux, hein, ou des plateformes de contenu, ou des systèmes de gestion d'utilisateurs. Il est très performant par rapport à ça. Il peut être aussi utilisé pour des CMS, hein, voilà, hein, ça peut être des blogs, des sites d'actualité, des portails de contenu. Certains peuvent l'utiliser effectivement. Et après, bien effectivement, un des gros avantages, ça va être des applications big data, où là effectivement, pour stocker, analyser des grandes quantités de données non structurées, avoir une analyse, hein, des analyses en temps réel, ou des systèmes de recommandation par exemple, oui, c'est une des forces de MongoDB. Le dernier point à voir ensemble, hein, comment choisir la base de données, hein, en fonction de ses besoins projets. On va voir les critères de sélection. Pour moi, le premier critère de sélection, ça va être votre structure de données, hein, la nature et la structure des données que vous voulez stocker. Oui, c'est le choix important, hein, le choix number one. Si vous avez des données structurées, vous allez aller vers une base de données relationnelle avec du SQL, hein, voilà, vous allez aller vers du MySQL. Si vos données sont semi-structurées ou non structurées, vous allez aller vers une base de données NoSQL comme MongoDB. Si par contre c'est plutôt des données hiérarchiques ou en graphe, vous allez aller vers des bases de données orientées graphe comme NeoKaji. Ça,
Voilà, ça c'est aussi normalement, si vous êtes capable de faire ce type d'analyse et de créer des bases de données, vous êtes capable normalement de savoir quelle va être la structure, la nature de vos données, voilà, et comment elles vont être ou pas structurées. Après, ça c'est quelque chose à faire très attention, c'est le volume des données, hein. Le volume des données que votre application va gérer va influencer votre choix. Donc que ça soit, on va dire, des petites ou moyennes échelles, un MySQL fera effectivement, marchera très bien, vous l'avez compris, sur des grandes échelles, du MongoDB ou de l'Oracle, hein, ou même du MySQL Server, hein. Mais effectivement, il va falloir d'autres types de bases de données beaucoup plus musclées et qui ont la capacité de maintenir la charge. J'ai fait des gros sites avec du MySQL, il n'y a pas de problème. J'ai fait des plus gros sites avec MongoDB, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on va arriver à une limite physique. Alors on vous dira oui, ah oui, mais on est capable d'étendre les serveurs, si, ça, le cloud, ce qu'on veut et tout ça. Bon, voilà, quand même, si au début on a fait le bon choix au niveau du volume de données, ça évite beaucoup de désagréments. Après, ça va être le type de requête. Donc le type de requête, les opérations que vous allez effectuer régulièrement influencent énormément le choix. Si vous avez des requêtes complexes et beaucoup de transactions, vous pouvez prendre effectivement du MySQL. Si par contre, vous avez besoin effectivement de requêtes plutôt simples, beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture rapide en base de données, ça sera pas mal effectivement sur du MongoDB. Hein. Voilà, moi il m'est arrivé des sites où il y avait énormément de lecture-écriture. Il y a au bout d'un moment, le MySQL, il a ses limites et effectivement, par rapport à MongoDB, ça passe. Après, il y a des choix aussi à faire côté MySQL. Est-ce qu'il y a de l'analyse, hein, ça aussi, hein, ça fait partie du travail. C'est pas le sujet de ce podcast, mais l'analyse des requêtes SQL, ça fait partie du travail. Les slow queries font partie du travail d'analyse. Le quatrième élément, ça va être la performance et la scalabilité. Effectivement, si vous avez besoin d'autres performances pour des transactions acides, vous allez prendre du MySQL. Si vous avez besoin d'une scalabilité horizontale et de la haute disponibilité, vous allez aller plutôt vers du MongoDB. Et le dernier point, ça va être pour vous aider dans votre choix, ça va être le coût et le support. Hein, le coût de mise en œuvre et de maintenance ainsi que le support disponible doivent être pris en compte. L'open source, c'est très bien. Large communauté, c'est très bien. Ça va être du MySQL ou du MongoDB. Par contre, effectivement, pour certaines entreprises, il va peut-être vouloir voir un support de commerce ou d'entreprise. Hein. Pour MySQL, ça existe. Hein, il y a une version entreprise. Pour Oracle, du Postgres. Bon, après, vous avez des sociétés, effectivement, qui apportent. Et il y a des moments, je peux vous assurer que ça vous sauve la mise d'avoir ce type de profil et ce type de support, surtout pour des applications professionnelles. Chacun son métier. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans et autant passer pour eux pour faire de l'optimisation et de la surveillance de bases de données. Voilà, et c'est sur cette dernière parole que se termine ce podcast de Tounet. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on puisse échanger sur le sujet. Si vous avez des sujets que l'on voulait que l'on traite, mettez-le dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.